On l'appelait la mariée la plus laide d'Angleterre. La moitié de Londres était venue à l'église Sainte-Cécile. Ils étaient venus uniquement pour voir le fils d'un duc souffrir pour de l'argent. Aucun d'entre eux ne savait une chose. Avant la fin de la nuit, le marié serait à genoux devant elle. Il regarderait fixement les cicatrices que son propre père lui avait infligées. L'église Sainte-Cécile n'avait jamais été aussi pleine, et elle n'avait jamais été aussi cruelle. Chaque banc de la paroisse de Greystone était bondé. On y voyait de la soie et des bijoux à perte de vue. Et pas une seule âme parmi eux n'était venue souhaiter du bonheur à la mariée. Ils étaient venus pour assister à un spectacle. Ils étaient venus voir la fille d'un duc s'avancer vers un homme. Un homme qui, de l'avis de tous, murmurait dans les salons de Londres, avait été payé une fortune. Une fortune pour prétendre qu'il ne voyait pas son visage. Lady Adelaide Harrington se tenait au fond de l'église. Elle avait 27 ans. Elle était assez grande pour regarder la plupart des hommes dans les yeux. Elle était bâtie de manière solide et forte, plutôt que mince et à la mode. Une tache de naissance d'un violet rougeâtre foncé s'étendait sur le côté gauche de son visage. Elle descendait jusque dans son cou. De petites excroissances marquaient la peau en dessous. La ligne de ses cheveux avait reculé sur les tempes, au point qu'aucune coiffure ne pouvait la dissimuler complètement. Elle avait entendu tous les noms que Londres lui avait donnés. Le monstre de Greystone, la honte de son père, la fille la plus laide d'Angleterre. Elle s'avança vers l'autel sans voile, car la dentelle contre sa peau la brûlait comme des orties. Et aussi parce qu'elle avait décidé tranquillement, en ce matin unique de sa vie, qu'elle ne se cacherait pas. À l'autel se tenait un homme que les journaux avaient déjà commencé à plaindre. Sebastian Shaw, le nouveau duc de Silver Oak. Il était grand, posé. Sa mâchoire était serrée, avec le calme de quelqu'un qui a accepté sa décision. Il l'a fait avant que les doutes ne puissent l'atteindre. Il ne tressaillit pas quand elle apparut. Il n'esquissa pas de faux sourires. Et il ne détourna pas le regard avec dégoût. Il la regarda simplement s'avancer vers lui, de la même manière qu'un marin regarde une tempête qu'il a déjà décidé d'affronter. Les murmures la suivaient dans l'allée, comme de la fumée. On a dû lui payer un royaume. Aucune quantité de dentelle ne pourrait faire d'elle une duchesse. Quelqu'un rit, d'un rire fin et cruel, derrière un éventail. Sébastien entendit chaque mot. Son visage ne changea pas. Quand Adelaide l'atteignit, il s'avança. Il le fit avant que le prêtre ne donne le signal, et il lui offrit son bras devant tout le monde. C'était une si petite chose. C'était le premier acte de loyauté que l'un ou l'autre ait jamais reçu dans cette église. Et aucun d'eux ne comprenait encore ce que cela coûterait, ni ce que cela sauverait. Adelaide étudia son visage pendant l'échange des vœux. Elle cherchait ce qu'elle cherchait, toujours maintenant. Le frémissement de dégoût, caché derrière de bonnes manières. Elle n'en trouva aucun. Elle ne trouva pas non plus de chaleur, ni d'amour. Rien d'autre qu'un calme terrible et constant. Et le calme, venant d'un homme qui l'épousait uniquement pour l'argent, était presque plus effrayant que la cruauté. La cruauté, elle la comprenait. Le calme, lui, cachait des choses. Lorsque le registre fut signé, son père, Nathaniel Harrington, duc de Greystone, posa sa main sur son épaule. C'était un geste qui, pour les 200 invités, ressemblait à de l'affection paternelle. Adelaide tressaillit si fort que la plume faillit déchirer la page. Sébastien le vit. Il ne dit rien, mais il ne l'oublia pas. Et plus tard cette nuit-là, dans une chambre à Highmere Hall, le sang imprégnait le dos de la robe de mariée de sa nouvelle femme. Il comprendrait alors que la véritable horreur de ce mariage n'avait rien à voir avec le visage dont la société s'était moquée pendant des années. Elle avait tout à voir avec ce que son propre père lui avait fait, avant même de la donner en mariage. Avant de continuer, cher ami, bienvenue au coin du feu. Si les histoires de duchesses bafouées, de ducs rachetés, et d'amour qui survit au scandale et à la cruauté, si ce sont le genre de récits qui vous tiennent en haleine jusqu'à la dernière bougie, alors vous êtes exactement au bon endroit. Prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner. Et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez ce soir. Nous lisons absolument chacun de vos messages. Et cela compte pour nous plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, installez-vous confortablement, car ce que Sebastian Shaw découvrira sous la robe de sa mariée ce soir va changer tout ce que vous pensez savoir sur ce mariage, et sur la femme que tout le monde appelait laide. 3 semaines avant le mariage, Sebastian Shaw se tenait au milieu des ruines de son propre héritage. Il essayait de se souvenir de ce que c'était que d'avoir le choix,
Silver Oak Hall avait été autrefois une belle demeure, le genre de maison dont les voyageurs parlaient lorsqu'ils passaient à portée de vue de ses tours. Maintenant, la moitié de son toit laissait passer la pluie. Ses fermes étaient hypothéquées au-delà de toute rédemption, et son nom avait été traîné dans tous les journaux d'Angleterre, depuis que son père, William Shaw, avait été accusé de vendre des correspondances gouvernementales à une puissance étrangère. Le scandale avait gelé les comptes de la famille. Il avait chassé tous les amis qui préféraient la réputation à la loyauté. Et il avait laissé Sébastien, à 31 ans, responsable d'une mère veuve, qui ne quittait plus ses appartements, et d'une sœur cadette, Clara, dont les perspectives de mariage s'étaient réduites à néant. Il avait hérité d'un titre et d'une montagne de dettes la même semaine, et il avait appris très vite qu'un duc sans argent est simplement un mendiant avec un plus beau manteau. Alors, quand la carte de Nathaniel Harrington arriva, demandant une audience privée, Sébastien y alla. Parce que la fierté était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Nathaniel le reçut dans un bureau tapissé de registres et de vieux portraits. C'était un homme grand, aux cheveux d'argent. Sa voix portait la chaleur étudiée de quelqu'un qui a passé sa vie à obtenir exactement ce qu'il voulait des autres. « Je comprends les difficultés de votre famille », dit Nathaniel sans préambule. « Je les comprends bien mieux que vous ne pourriez l'imaginer. Le cas de votre père, par exemple. Certaines preuves n'ont jamais été rendues publiques. J'ai une petite influence sur le fait qu'elles le soient un jour. » Sébastien garda une voix neutre. « Vous ne m'avez pas convoqué pour discuter du cas de mon père. Votre grâce. »« Non, » sourit Nathaniel. « Je vous ai convoqué pour discuter de ma fille. » Il le dit comme s'il offrait un cheval à Sébastien. « Mon aînée, Adelaide, a besoin d'un mari. En échange, je suis prêt à user de mon influence pour rouvrir l'enquête sur la disgrâce de votre père. Pour libérer les comptes gelés de Silver Oak, pour régler intégralement vos dettes, et pour voir votre sœur Clara correctement établie dans la société. Tout cela, Sébastien, pour une seule cérémonie, et votre nom attaché au sien. » Sébastien avait entendu les rumeurs sur Lady Adelaide Harrington. Comme tous les hommes de Londres les avaient entendues, cruelles, exagérées, répétées au dîner comme un divertissement. Il demanda à la rencontrer avant de répondre. Car quoi qu'il soit d'autre, il n'était pas homme à épouser une inconnue sans l'avoir vue, et ensuite à tressaillir devant elle en public comme un lâche. Nathaniel organisa la rencontre à contre-cœur. Adelaide le reçut dans le salon ouest de Greystone Court. Elle se tenait debout plutôt qu'assise, comme si s'asseoir ressemblait trop à une invitation à être regardée. Il la vit clairement, la tache de naissance, les cheveux clairsemés sur ses tempes. Sa taille et sa carrure qu'aucune robe à la mode ne pouvait adoucir. Il vit aussi la façon dont son menton se relevait très légèrement, se préparant à l'expression qui allait traverser son visage. « Vous pouvez me regarder à votre guise, votre grâce, » dit-elle, avant qu'il ne puisse parler. « On m'a dit que c'est la coutume avant un achat. Je ne suis pas ici pour acheter quoi que ce soit, Lady Adelaide. Non, seulement pour l'épouser. » Sa voix était sèche, contrôlée, totalement dépourvue d'apitoiement. « Mon père me dit que vous êtes désespéré. On me dit que je suis hideuse. Cela semble un marché équitable pour nous deux. Prétendons le contraire le temps d'une cérémonie. » Sébastien découvrit, contre toute attente, qu'il ne voulait pas lui mentir. « Je ne prétendrai pas que je vous épouse par affection. Je serais un imbécile de vous insulter avec ce mensonge. Mais je ne vous insulterai pas non plus avec une fausse horreur. Vous n'êtes pas ce que les journaux décrivent. Que suis-je alors? Quelqu'un que je n'ai pas encore eu la chance de connaître. Ce n'était pas romantique. Ce n'était même pas particulièrement gentil. Mais c'était honnête. » Adelaide avait reçu si peu d'honnêteté dans sa vie que cela la frappa plus fort que n'importe quel compliment. Elle accepta le mariage pour ses propres raisons. Des raisons qu'elle ne dit à personne, pas même à Sébastien. Son père avait promis qu'une fois mariée, elle serait enfin autorisée à quitter Greystone Court. Elle pourrait vivre de manière indépendante à Highmere Hall, le domaine que sa mère lui avait laissé. 12 ans de confinement avaient appris à Adelaide à ne rien désirer autant qu'une porte qu'elle pourrait fermer derrière elle. Et non, elle ne serait pas verrouillée de l'extérieur. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'était la forme du piège qui se refermait sur eux deux. La mère d'Adelaide, Lady Eleanora Harrington, était morte 12 ans plus tôt. Elle était tombée de la galerie de Greystone Court. Le médecin légiste avait conclu à un tragique accident. Adelaide n'avait jamais cru à cette conclusion, pas un seul jour de sa vie. Eleanora avait laissé derrière elle, par son propre père, une fortune énorme, totalement séparée du duché des Harrington.
des actions de chemin de fer, des intérêts miniers, des obligations d'État, et Hymir Hall lui-même. Tout était détenu en fiducie, car le père d'Eleanora n'avait jamais fait confiance à son gendre pour un shilling de plus que ce que la loi exigeait. En vertu de cette fiducie, Adelaide obtiendrait le contrôle total de tout dès son mariage, ou à son 30e anniversaire, selon la première éventualité. Nathaniel avait été le fiduciaire de cette fortune pendant toute sa minorité. Il avait aussi, en 12 années prudentes, dépensé une part importante de cette fortune, en faveur politique, en investissement raté, en dette qu'il ne pourrait jamais admettre. Une fois Adelaide mariée, la fraude serait impossible à cacher. Avec son avocat Ambrose Holloway, un homme dont le sourire n'atteignait jamais tout à fait les yeux, Nathaniel avait bâti quelque chose de bien plus sombre qu'un simple mariage de convenance. Adelaide se marierait. Assez d'argent serait débloqué pour que l'union paraisse légitime. En quelques mois, elle mourrait dans des circonstances conçues pour paraître tragiques. Sébastien, ruiné, désespéré, marié à une femme riche qui meurt subitement, ferait un suspect parfait. Une clause falsifiée, enfouie dans le contrat de mariage, rendrait sa fortune au contrôle des Harrington. À l'instant même où Sébastien serait reconnu coupable d'avoir causé sa mort, il avait choisi Sébastien précisément parce que le nom des Shaw était déjà en disgrâce. Personne ne pleurait trop fort un duc, que tout le monde croyait déjà capable de tout. Dans les jours précédant le mariage, Adelaide s'était permis une ou deux fois d'imaginer ce que serait Hymir Hall, comme une vraie maison plutôt qu'une destination. Elle imaginait des matins sans les pas de son père dans le couloir devant sa porte. Des soirées sans un médecin arrivant sans y être invité pour poser des questions insistantes sur ses nerfs. Elle n'imaginait pas l'amour. Elle s'était débarrassée de cet espoir particulier il y a des années. De la même manière qu'on entraîne un membre à cesser de chercher quelque chose qui a été amputé depuis longtemps. Elle n'imaginait que le calme, et elle se disait que le calme serait suffisant. Sébastien, de son côté, avait passé ces mêmes jours à faire une sorte de calcul sinistre. Il pesait la santé défaillante de sa mère contre sa propre fierté, les perspectives décroissantes de sa sœur contre l'inconfort d'épouser une étrangère. Une étrangère que tout Londres trouvait à la mode de moquer. Il n'était pas un homme cruel, et il ne prenait aucun plaisir à imaginer l'isolement d'Adelaide. Mais il s'était dit, dans l'intimité de son esprit, que ce mariage serait une transaction, menée avec courtoisie, rien de plus, et que cette courtoisie seule suffirait à le rendre supportable pour eux deux. Aucun d'eux ne comprenait encore à quel point ils s'étaient sous-estimés l'un l'autre, ni à quel point Nathaniel Harrington avait l'intention d'utiliser cette sous-estimation contre eux. Ni Sébastien ni Adelaide ne comprenaient, le matin de leur mariage, qu'ils avaient chacun été choisis comme des pièces. Des pièces dans un jeu conçu pour se terminer avec l'un d'eux enterré et l'autre pendu. La veille de son mariage, Adelaide Harrington fit quelque chose. Une chose qui aurait pu lui coûter la vie, si quelqu'un l'avait découvert à temps. Elle avait passé des années à apprendre les rythmes de Greystone Court. Quelle latte de plancher annonçait les pas? Quel serviteur rendait compte directement à son père? À quelles heures l'aile ouest était vide, pendant qu'Ambrose Holloway prenait son brandy du soir dans la bibliothèque? Le vieux secrétaire de sa mère se trouvait, verrouillé, dans cette même bibliothèque de l'aile ouest. Il était intact depuis 12 ans, et Adelaide n'avait jamais pu trouver la clé. Elle la trouva 3 jours avant son mariage, cachée dans une boîte à bijoux à double fond qui avait appartenu à sa mère. Elle était enveloppée dans un morceau de soie bleue. C'était comme si Eleanora avait su que quelqu'un en aurait besoin un jour. Adelaide n'ouvrit pas le secrétaire. Il n'y avait pas le temps, et elle n'osait pas risquer le bruit. Au lieu de cela, elle fit la seule chose qu'elle pouvait imaginer. Elle cousit la petite clé en fer dans la doublure intérieure du corsage qu'elle porterait sous sa robe de mariée. Elle la fixa avec des doigts tremblants à la lueur d'une bougie. Elle se disait que quoi qu'il attende dans ce secrétaire, elle trouverait un moyen de l'atteindre, une fois qu'elle serait maîtresse de sa propre maison. Quelqu'un l'avait observée de plus près qu'elle ne le pensait. La veille du mariage, 2 des hommes de son père vinrent dans ses appartements sans prévenir. Ils ne la frappèrent pas. Nathaniel était trop prudent pour quelque chose d'aussi grossier qui pourrait laisser une marque visible à l'hôtel. Mais ils lui agrippèrent les bras assez fort pour laisser des bleus. Ils exigèrent de savoir ce qu'elle avait pris dans l'aile ouest. Ils fouillèrent ses chambres, ses malles, ses boîtes à bijoux. Tout sauf la robe elle-même, qui pendait intacte dans son dressing. Car personne n'imaginait qu'une mariée cacherait quoi que ce soit dans sa propre robe de mariée. Adelaide ne leur dit rien.
Elle avait appris en 12 ans exactement quelle quantité de douleur elle pouvait absorber sans se briser. Et elle l'absorba cette nuit-là, comme elle avait tout absorbé d'autres. En silence, derrière une porte verrouillée, seule. Le matin, les bleus sur le haut de ses bras étaient cachés sous de longues manches et des gants. La coupure, là où le bord de la clé avait trop appuyé contre ses côtes pendant la lutte, était cachée sous des couches de soie et de baleine. Elle descendit l'allée de l'église Sainte-Cécile avec les secrets de sa mère cousus contre son cœur et la cruauté de son père cousue contre ses côtes. Et personne dans cette église bondée, l'admirant ou se moquant d'elle, n'avait la moindre idée de ce qu'elle portait sous l'ivoire. Elle pensa, alors que les cloches de l'église sonnaient derrière elle et que la calèche s'éloignait de Sainte-Cécile, aux mains de sa mère, chaleureuse et rapide, lui apprenant, enfant, comment tenir une aiguille droite même quand ses doigts tremblaient. Elle n'avait rien cousu depuis la mort d'Eleanora. Elle avait délibérément choisi de coudre ceci. Un seul acte de défi silencieux, cousu dans le vêtement même que son père avait insisté pour qu'elle porte, pour être exhibé devant tout Londres. Comme si même sa robe de mariée pouvait être utilisée pour la servir, plutôt que de simplement l'exposer. Le trajet en calèche jusqu'à Highmere Hall se passa dans un silence quasi total. Sebastian, qui avait passé la cérémonie à lire chaque tressaillement et chaque hésitation dans la posture de sa nouvelle femme, comprenait maintenant que quelque chose n'allait pas du tout. Bien qu'il ne puisse pas encore le nommer, Adelaide était assise avec le dos parfaitement droit. Ses mains étaient jointes sur son bouquet longtemps après qu'il n'y ait plus eu besoin de le tenir. Sa respiration était prudente et superficielle, d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'étroitesse de sa robe. « Vous n'avez pas besoin de jouer la comédie pour moi, votre grâce, » dit-il doucement, utilisant son nouveau titre pour la première fois. « Je vous ai déjà vu tel que vous êtes. Il n'y a plus de public à convaincre. »« Il y a toujours un public, » dit Adelaide, « même quand ce n'est que vous. » Il n'insista pas davantage. Il avait appris assez en une courte conversation des semaines auparavant. Il avait compris qu'insister avec Adelaide ne faisait que fermer des portes que la patience pourrait éventuellement ouvrir. À Highmere Hall, le personnel avait préparé les arrangements traditionnels de la nuit de noces. Une femme de chambre pour aider la nouvelle duchesse à se déshabiller. De l'eau tiède. Un grand feu contre le froid de l'automne. Adelaide congédia la femme de chambre à la porte de la chambre avec une fermeté qui surprit la jeune fille. « Je me débrouillerai seule, » dit-elle. Sebastian, debout dans le couloir, entendit la douce protestation de la femme de chambre et le refus plus sec d'Adelaide. Et quelque chose dans sa poitrine se serra, qu'il ne pouvait pas encore expliquer. Il attendit près d'une heure, lui laissant l'intimité qu'elle semblait si désespérément vouloir. Avant de remarquer la femme de chambre revenir dans le couloir, pâle et effrayée, elle chuchotait à un autre serviteur qu'il y avait du sang sur la robe de madame. Madame ne voulait pas que je l'aide. Madame ne voulait pas du tout que je touche le dos de sa robe. Sébastien n'hésita pas. Il frappa à sa porte et ne l'ouvrit pas. « Adelaide, il y a du sang sur votre robe. Je ne demande pas à entrer sans y être invité. Je demande si vous avez besoin d'un médecin. » Le silence s'étira assez longtemps pour qu'il frappe presque à nouveau. Puis sa voix se fit entendre, plus basse qu'il ne l'avait jamais entendue. « Pas de médecin, s'il vous plaît. Pas lui. Alors, puis-je entrer ?» Un autre silence, puis le bruit d'un verrou qui se retire. Ce que Sébastien vit en entrant dans cette pièce resterait gravé en lui pour le reste de sa vie. Adelaide se tenait à moitié tournée de la porte, un bras appuyé sur le montant du lit. Sa robe de mariée était défaite dans le dos, là où elle avait lutté pour atteindre les derniers de ses propres lacets. Sébastien vit d'abord le sang, une tache sombre s'étalant sur la soie pâle, juste sous son omoplate, assez fraîche pour ne pas avoir encore séché. Puis il vit ce que le sang entourait. De vieilles cicatrices, argentées par le temps, encerclaient ses deux poignets. C'était la marque indubitable de liens portés pendant de longues périodes. Des cicatrices plus fines saignaient ses chevilles. Sur ses épaules couraient des lignes estompées, là où des lanières de cuir l'avaient autrefois maintenu à plat sur un lit. Le genre de marque laissée par de prétendus traitements médicaux administrés contre la volonté d'un patient. Superposé à tout cela, frais et violent contre sa peau pâle, des bleus en forme de doigts assombrissaient le haut de ses bras, et sous son omoplate, une coupure peu profonde saignait. Là où quelque chose de petit et dur avait été pressé trop fort dans sa chair, il en avait assez appris au cours de la dernière heure pour savoir que la pire chose à faire à cette femme
était de l'oppresser. « Puis-je m'approcher » demanda-t-il. « Je ne vous toucherai pas tant que vous ne me le permettrez pas. » Les yeux d'Adelaide, lorsqu'ils rencontrèrent les siens, n'avaient rien du calme qu'elle avait affiché depuis l'église. Ce qu'il y vit à la place était une terreur brute, sans défense. Le regard de quelqu'un qui avait rarement été touché sans permission, attendant de savoir si son mari serait une personne de plus à lui ôter ce choix. « Vous pouvez regarder, » murmura-t-elle. « Je crois que je n'ai plus la force de le cacher. » Il traversa la pièce lentement et s'agenouilla à côté d'elle, plutôt que de la dominer. Il mit ses yeux au niveau des siens, plutôt qu'au-dessus. « Qui a fait ça? »« Les hommes de mon père. » La nuit dernière, sa voix tremblait, bien que son menton restât levé par une longue habitude. Ils ont fouillé mes appartements. Ils croyaient que j'avais pris quelque chose dans l'aile ouest. Sa main libre se déplaça instinctivement vers la coupure fraîche sous son épaule. Je l'avais fait. Je l'ai cousu dans la doublure de cette robe avant qu'il ne puisse le trouver. La mâchoire de Sébastien se serra, mais sa voix resta douce. « Qu'avez-vous pris? Une clé. » Elle le dit comme si elle avouait un crime plutôt que de décrire un acte de survie désespéré. Elle ouvre le secrétaire de ma mère. Elle est morte il y a 12 ans. J'ai toujours cru que mon père y était pour quelque chose. Et je n'ai jamais pu rien prouver. Parce qu'il m'a gardé confiné et discrédité. Exactement le temps qu'il m'aurait fallu pour essayer. Sébastien pensa à son propre père, déshonoré et ruiné par le scandale. Et une froide reconnaissance s'installa en lui. Il comprenait mieux que la plupart des hommes dans cette pièce ne seraient jamais forcés de le faire. Il comprenait avec quelle facilité les puissants pouvaient détruire ceux qui étaient en dessous d'eux, et appeler cela le malheur. « Laissez-moi soigner la coupure, dit-il. Je n'enverrai pas chercher le médecin de la maison si vous ne le souhaitez pas. C'est l'homme de mon père, dit Adelaide. Il a signé les papiers qui leur ont permis de m'attacher à un lit pendant des semaines, et il a appelé ça un traitement pour instabilité nerveuse. Je n'ai pas fait confiance à un médecin depuis 10 ans, et je ne commencerai pas ce soir. Alors je la soignerai moi-même, si vous le permettez, et nous enverrons chercher quelqu'un d'indépendant demain matin. » Elle l'étudia un long moment, cherchant, comme toujours, le frémissement de dégoût ou de pitié qui lui dirait que tout cela n'était qu'une comédie. Elle trouva à la place quelque chose de plus stable, un homme agenouillé sur le sol de sa chambre, demandant la permission pour chaque petite chose, refusant de lui prendre le seul pouvoir qui lui restait, le pouvoir de dire oui ou non à son propre corps. « Oui, dit-elle finalement, vous pouvez. » Il alla chercher de l'eau propre et du linge lui-même, plutôt que de sonner un serviteur qui pourrait rapporter des histoires à Greystone Court le lendemain matin. Il travailla avec des mains prudentes et sans hâte, et bien que la pièce ne contienne que la lueur des bougies et le calme soin d'une blessure, ce fut, sans que ni l'un ni l'autre ne l'ait voulu, le moment le plus intime que l'un ou l'autre ait jamais partagé avec une autre personne. Adelaide le regarda travailler et se surprit absurdement à penser, non pas à la douleur dans son épaule, mais à quel point il était étrange d'être touché si délicatement par un étranger qu'elle avait épousé le matin même. À quel point il était étrange que la douceur, de toute chose, soit la sensation qui ait finalement percé 12 ans d'armure soigneusement entretenue. « Vous êtes bien silencieuse, » dit Sébastien sans lever les yeux du bandage. « Je réfléchis à toutes les façons dont je m'attendais à ce que cette soirée se déroule. Et comment aucune d'elles ne ressemblait à ceci? Étais-je censé être plus cruel? Vous étiez censé être parti maintenant, admit Adelaide. La plupart des hommes seraient partis dès qu'ils auraient vu les cicatrices, et auraient demandé une annulation avant le matin. Alors c'est une chance, dit Sébastien, doucement. Je ne me suis jamais beaucoup soucié de ce que la plupart des hommes feraient. Quand ce fut terminé, Sébastien se rassit sur ses talons et la regarda. Les cicatrices, les bleus, la tache de naissance, les cheveux clairsemés, tout cela éclairé d'or par le feu. Et il dit la seule chose qui semblait vraie. Je savais à quoi vous ressembliez quand je vous ai épousé, Adelaide. Je ne savais pas que quelqu'un avait essayé de vous briser avant de vous mettre entre mes mains. J'ai l'intention de découvrir qui et pourquoi, et j'ai l'intention que cela cesse. Adelaide, qui s'était préparée à la pitié et avait reçu à la place une promesse, sentit un vieux mur de garde en elle céder, doucement, sans sa permission, d'une manière pour laquelle elle n'avait pas encore de nom. La clé, encore tachée de son propre sang, là où elle avait coupé la peau et la soie, reposait sur la table à côté d'eux. Aucun d'eux ne savait encore qu'elle les mènerait dans un complot. Un complot qui s'étendait d'un secrétaire verrouillé dans une aile oubliée de Greystone Court.
jusqu'à l'inculpation du propre père de Sébastien, et au meurtre de la mère d'Adélaïde 12 ans plus tôt. Dehors, par la fenêtre de la chambre, une seule lampe brûlait dans la loge du gardien, bien après qu'il aurait dû faire nuit. C'était un signal, bien que ni Sébastien ni Adélaïde ne le comprennent encore. Un signal que Nathaniel Harrington savait déjà que sa fille avait pris quelque chose dans l'aile ouest, et que sa patience était presque à bout. Adélaïde avait cru pendant la majeure partie de sa vie d'adulte que Highmere Hall serait le seul endroit où l'influence de son père ne pourrait pas la suivre. Sa mère le lui avait laissé en pleine propriété, un héritage privé plutôt qu'une partie du domaine des Harrington. Elle avait imaginé, dans ses heures les plus sombres à Greystone Court, une maison avec des portes qu'elle pourrait verrouiller de l'intérieur, plutôt que des portes verrouillées contre elle de l'extérieur. Moins d'une semaine après le mariage, elle comprit à quel point elle s'était trompée. Sébastien le remarqua d'abord. La façon dont certains serviteurs obéissaient, non pas à leur nouvelle maîtresse, mais à des instructions qui semblaient venir d'ailleurs. Le médecin de la maison, un certain docteur Augustus Vaughan, arriva sans prévenir le 4e jour. Il prétendait s'inquiéter pour les nerfs de la nouvelle duchesse. Sébastien le renvoya à la porte avec une froideur qui le surprit lui-même. « Ma femme n'a pas besoin d'un médecin choisi par son père, » dit-il sèchement à l'homme. « Si elle en a besoin d'un, je le choisirai moi-même. » Adélaïde, observant depuis le haut des escaliers, sentit une chaleur inhabituelle la traverser. Elle regardait son mari défendre une limite qu'elle avait passé 12 longues années à défendre entièrement seule. Au cours des jours suivants, une paix domestique fragile commença à prendre forme entre eux, construite moins sur la romance que sur la nécessité. Bien que la nécessité est une façon de créer sa propre sorte de proximité, ils commencèrent à prendre le petit déjeuner ensemble. D'abord timidement, puis avec moins d'hésitation. Sébastien découvrit, à sa grande surprise, que sa femme comprenait la gestion d'un domaine mieux que la plupart des intendants qu'il avait employés. Elle corrigea une erreur dans les comptes de Highmere dès sa première semaine, une erreur qui avait coûté de l'argent aux locataires pendant des années, et elle examina les pétitions des fermiers, avec une attention aux détails qui faisait honte à sa propre éducation. « Vous avez été élevé pour gérer un domaine, » dit-il un matin, la regardant marquer des corrections dans le registre d'une main sûre. « J'ai été élevé pour n'être utile à personne d'autre que mon père, » corrigea Adélaïde sans lever les yeux. « Le reste, je me le suis appris moi-même, pendant les heures où il croyait que je me reposais. » Sébastien se surprit, contre toute intention de rester courtois mais distant, à commencer à l'admirer. Non pas malgré les choses pour lesquelles la société se moquait d'elle, mais entièrement indépendamment d'elle, d'une manière qui n'avait rien à voir avec son visage, et tout à voir avec la vivacité de son esprit et l'acier tranquille sous sa prudence. Il y eut aussi des moments plus petits, des moments qui se construisirent en quelque chose qu'aucun d'eux ne nomma à voix haute. Adélaïde évitait une chaise particulière dans le salon, une chose délicate et dorée qu'elle craignait de casser sous son poids. Et elle n'en dit rien. Sébastien le remarqua quand même. En quelques jours, une chaise plus solide et rembourrée apparut près du feu du salon, offerte sans commentaire, sans l'humiliation de la reconnaissance. Simplement là pour son confort, la prochaine fois qu'elle aurait besoin de s'asseoir. Quand une couturière londonienne à la mode arriva pour ajuster de nouvelles robes à Adélaïde et commença à parler de sa silhouette, comme si elle n'était pas présente dans la pièce, suggérant des tissus lourds pour dissimuler ses formes. Sébastien congédia la femme avant qu'Adélaïde n'ait à dire un mot. Adélaïde, furieuse d'être traitée plutôt que consultée, lui dit clairement qu'elle n'avait pas demandé à être sauvée. Sébastien, à son crédit, s'excusa sans chercher d'excuses et la laissa choisir sa propre couturière par la suite. Une femme locale nommée Elsie, sœur de la femme de chambre d'Adélaïde, Mabel. Elle ajusta ses robes au corps qu'elle avait réellement, plutôt qu'à celui que la société souhaitait qu'elle possède. Il y eut aussi des moments plus légers, des moments qu'aucun d'eux ne s'attendait à trouver dans un mariage bâti sur le désespoir. Un après-midi pluvieux, avec la pluie trop forte pour que quiconque pense à sortir à cheval, Sébastien conduisit Adélaïde à la longue galerie de Highmere, et il déclara avec la gravité d'un homme annonçant un plan de bataille qu'elle apprendrait à danser. « Je n'ai jamais dansé en public de ma vie, » lui dit Adélaïde, les bras croisés. « Je n'ai pas l'intention de commencer dans une galerie vide, sans orchestre, et avec un duc réticent pour seul public. L'orchestre finira par arriver. D'ici là, vous devrez vous contenter de mon fredonnement. Qui, je vous le promets,
et pire que n'importe quel quatuor à cordes de Londres. Elle lui marcha sur le pied dès la première minute, assez fort pour qu'il grimace. « Mon pied, dit Sébastien avec une grande solennité, a maintenant reçu plus d'attention de votre part que moi-même depuis notre mariage. » « Il a montré plus de courage, répondit Adelaide. Et à sa propre surprise, elle se mit à rire. Un vrai rire qui lui échappa. Le genre qu'elle ne s'était pas permis depuis des années. Sébastien s'immobilisa au son de ce rire, et il ne réussit pas à cacher à quel point cela le bouleversait. Et à partir de cet après-midi-là, il se surprit à l'écouter. De la même manière que d'autres hommes écoutent les cloches des églises. Clara Shaw arriva à Highmere peu de temps après. On lui avait enfin permis de rendre visite à la nouvelle maisonnée de son frère. Et elle apporta avec elle une énergie dont la maison avait grand besoin. Elle était jeune, sans défense, et totalement incapable de garder une opinion pour elle. Et elle s'attacha à Adelaide en un jour, avec la loyauté féroce d'une fille qui avait passé des années à voir sa propre famille se faire moquer, et qui avait décidé qu'elle préférait rire de la cruauté plutôt que d'être écrasée par elle. Lorsqu'une comtesse en visite remarqua à portée de voix qu'elle se demandait ce qu'une femme aussi grande pouvait bien trouver à porter qui lui aille vraiment, Adelaide répondit, sans même lever les yeux de son thé. « Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ma garde-robe, Lady Fitzpatrick. Elle a survécu à des attaques bien plus déterminées que votre vocabulaire. » Clara, ravie, se pencha vers elle. Était-ce une insulte? Seulement si elle est assez intelligente pour la comprendre. Clara réfléchit à cela avec un grand sérieux. « Alors je crains que vous ne l'ayez gaspillé. » Même Charles Goodwin, le majordome âgé qui avait servi la maisonnée de Highmere bien avant l'arrivée d'Adelaide, se révéla être une source discrète de réconfort pince sans rire. Quand Sébastien lui demanda clairement si quelqu'un entrait dans le couloir ouest verrouillé sans permission, Goodwin répondit sans ciller. « Aucun membre respectable de la maisonnée, votre grâce. » Il regarda ensuite de manière significative la clé posée sur son propre plateau. « Et les membres moins respectables » demanda Sébastien. « Ils ont tendance à être plus utiles, dit Goodwin, et il n'en dit pas plus. » Bien que Sébastien comprit parfaitement que le vieil homme avait discrètement protégé les secrets d'Adelaide, bien avant que son mari n'arrive pour l'aider à les porter. Tous les moments n'étaient pas si doux. Lors d'un petit dîner formel, destiné à réintégrer progressivement Adelaide dans la société en tant que nouvelle duchesse de Silver Oak, l'un de ses longs gants se déchira le long d'une vieille couture. Il exposa la peau marquée de sa main devant une table pleine d'invités. Des invités qui étaient venus en grande partie pour voir exactement cela. Une vague de regards parcourut la table. Adelaide sentit sa colonne vertébrale se raidir. Le vieil instinct de disparaître lui monta à la gorge avant qu'elle ne puisse le ravaler. Sébastien, sans un mot, retira ses propres gants et les posa à côté de son assiette. Et il reprit la conversation exactement là où elle s'était arrêtée. Comme si rien ne s'était passé, il ne fit aucune annonce de solidarité. Il effaça simplement, d'un geste silencieux, la différence entre ses propres mains nues et les siennes, jusqu'à ce que personne à cette table ne puisse fixer sa peau exposée sans fixer aussi la sienne. C'était une petite chose. Adelaide s'en souviendrait pour le reste de sa vie. Il y avait une ombre sur ces semaines par ailleurs chaleureuses. Un ami de la famille des Harrington, un gentleman intelligent et bien introduit, nommé Dorian Sterling, s'intéressa sincèrement aux opinions politiques d'Adelaide lors d'une visite à Londres. Il rechercha longuement sa compagnie sur des questions de commerce et de réforme, des questions que la plupart des gentlemen n'auraient jamais pensé à discuter avec une duchesse. Sébastien, les observant de l'autre côté d'un salon bondé, ressentit une jalousie qu'il n'aimait pas admettre. « Vous sembliez mécontent ce soir, » lui dit Clara par la suite, bien trop observatrice pour son propre bien. « Je pensais au temps, » dit Sébastien. « Le temps ne tient pas la main de ma belle-sœur pendant une conversation de près d'une heure. » Quand Adelaide le confronta directement sur sa froideur, elle n'offrit pas de réconfort. « Vous avez contracté ce mariage pour un domaine, Sébastien. Vous ne pouvez pas maintenant vous comporter comme si ma conversation vous appartenait exclusivement. » Sébastien, à son crédit, ne contesta pas ce point. « J'admets librement ma jalousie. Je ne prétends pas qu'elle me donne un quelconque droit sur votre compagnie. Au-delà de ce que vous choisissez de m'offrir. » C'était un petit échange, mais il marqua un autre tournant silencieux. La preuve que quoi que ce mariage devienne, il ne deviendrait pas une autre cage avec un geôlier plus gentil. C'est dans cette paix fragile et prudente que le désastre arriva. Mabel Goodwin,
La femme de chambre d'Adelaide et la propre fille du majordome Charles Goodwin avaient pris l'habitude de goûter le chocolat du soir de sa maîtresse avant de le servir. Une habitude née d'une vieille méfiance, plutôt que d'une peur spécifique. Un soir, elle but dans une tasse destinée à Adelaide et s'effondra en moins d'une heure. Sa respiration était faible, sa peau froide au toucher. Sébastien n'attendit pas le médecin de la maison. Il partit lui-même au milieu de la nuit chercher un médecin indépendant dans la ville voisine. Un homme sans lien avec Greystone Court ou l'influence de Nathaniel Harrington. Mabel survécut, bien qu'il fallut 2 jours avant que la fièvre ne tombe et que sa respiration ne se stabilise. Adelaide resta assise au chevet de la jeune fille pendant ces 2 jours. Ses mains n'étaient jamais immobiles. La culpabilité et la fureur la traversaient à parts égales. « C'était pour moi », dit-elle doucement. La 2e nuit, quand Sébastien lui apporta du thé, elle ne le toucha pas. « Quelqu'un dans cette maison rend encore des comptes à mon père. Ceci n'a jamais été un refuge. Ce n'était qu'une autre cage avec de plus beaux meubles. Alors nous arrêtons d'attendre la permission de votre père pour être en sécurité, dit Sébastien. Et quelque chose dans sa voix avait complètement changé, par rapport à la courtoisie calme et prudente de leur jour de mariage. Nous arrêtons d'attendre et nous commençons à nous battre. Cette nuit-là, avec Mabel dormant enfin paisiblement et la maison silencieuse autour d'eux, Adelaide conduisit Sébastien à la bibliothèque de l'aile ouest de Highmere Hall. Le secrétaire d'Eleanora s'y trouvait maintenant. Il avait été déplacé de Greystone Court dans les jours suivant le mariage, exactement comme le testament de sa mère l'avait longtemps ordonné. Nathaniel n'avait pas pu refuser le transfert sans éveiller des soupçons qu'il ne pouvait pas se permettre. Bien qu'il ait clairement espéré qu'Adelaide ne penserait jamais à le réclamer avant que sa mort ne rende la question sans objet, le secrétaire était resté intact dans sa nouvelle demeure pendant à peine 1 semaine, attendant une clé que seule Adelaide possédait. La clé, dont l'histoire était maintenant gravée dans la peau même d'Adelaide, tourna dans la serrure avec un petit déclic final. À l'intérieur se trouvait un registre écrit dans un code privé, des dizaines de lettres et un portrait d'Eleanora Harrington, qu'Adelaide n'avait pas vu depuis ses 15 ans. Le registre codé prit des semaines à comprendre, et ce fut Adelaide, et non Sébastien, qui perça le secret en premier. Elle se souvint de son enfance, aidant sa mère à organiser les comptes de la maison les après-midi tranquilles. Elle se souvint de l'habitude d'Eleanora de déguiser les vrais chiffres dans des entrées domestiques ordinaires. Un paiement pour des bougies qui étaient en réalité un pot de vin. Une dépense de blanchisserie qui dissimulait un retrait illégal de la propre fiducie d'Adelaide. Adelaide avait pensé que ses souvenirs étaient inutiles pendant 12 ans. Maintenant, ils devenaient la clé de tout. Ligne par ligne, au cours de soirées qui s'étiraient bien après minuit, Adelaide et Sébastien reconstituèrent ce qu'Eleanora Harrington avait découvert avant de mourir, que Nathaniel volait systématiquement dans l'héritage maternel d'Adelaide depuis des années. Il finançait des investissements ratés et des faveurs politiques qu'il ne pouvait jamais justifier ouvertement, et qu'il ne pouvait pas permettre un audit indépendant de cette fortune une fois que le mariage d'Adelaide lui en donnerait le contrôle légal. Puis Sébastien trouva un nom dans le registre qui lui glaça le sang. Des paiements datés de quelques mois seulement avant la disgrâce publique de son père, faits à un rédacteur en chef de journal et à un fonctionnaire subalterne du ministère des Affaires étrangères. Des paiements qui remontaient sans équivoque à Nathaniel Harrington. « Mon père a été piégé », dit Sébastien. Sa voix était blanche de fureur, une fureur qu'il luttait pour contenir. « Votre père a détruit ma famille pour éliminer un témoin. » Adelaide, épuisée et à vif par ses propres découvertes, interpréta mal sa colère comme une accusation. « Croyez-vous que je savais cela? Que je vous ai épousé en sachant que mon père avait ruiné le vôtre? Je n'ai pas dit ça. Vous n'en aviez pas besoin. Je le vois sur votre visage. » Mabel Goodwin, se remettant lentement dans ses propres appartements, se plaignit bruyamment que le fait d'avoir failli mourir avait rendu toute la maisonnée insupportablement protectrice envers elle. Quand Adelaide lui dit gentiment de se reposer et d'arrêter de discuter, Mabel répondit avec la franchise qu'Adelaide en était venue à apprécier chez elle. « Avec tout mon respect, madame, vous avez épousé un duc et découvert un complot en 15 jours. Je n'accepterai pas de leçons de conduite sensée de votre part, à vous entre toutes. » C'était exactement le genre de rire dont la maison avait besoin après une semaine si effrayante. Et Adelaide se surprit à sourire malgré tout, reconnaissante d'avoir une femme de chambre qui refusait de laisser la peur avoir le dernier mot.
Toutes les découvertes dans cette bibliothèque inutilisée ne se firent pas sans coup. En cherchant sur les étagères tout ce qu'Eleanora aurait pu cacher d'autre, Adelaide passa par une vieille porte de service qui se referma derrière elle. Sa serrure tourna avec un petit déclic ordinaire. Un déclic qui ne signifiait rien pour personne d'autre dans la maison. Et qui signifiait tout pour elle. Le son la renvoya 12 ans en arrière en un instant. Dans une chambre verrouillée à Greystone Court. Aux lanières de cuir et à la voix calme du Dr. Vaughn, lui disant que le confinement était pour son propre bien. Sa respiration devint rapide et superficielle. Ses mains ne trouvèrent aucune prise sur une porte qui ne s'ouvrait pas. Elle avait de nouveau 15 ans et était une adulte, les deux à la fois, et aucune version d'elle-même ne pouvait arrêter la panique. Sébastien brisa la serrure quelques instants après avoir entendu son cri. Mais il ne se précipita pas vers elle comme l'instinct le lui disait. Il s'agenouilla à plusieurs mètres de distance à la place. Il garda la porte ouverte et visible derrière lui. Et il parla d'une voix basse et régulière. « Vous êtes dans la bibliothèque de Highmere, Adelaide. La porte est ouverte derrière moi. Personne ne vous touchera à moins que vous ne le demandiez. Je ne bougerai pas tant que vous ne me le direz pas. » Il resta là, patient et immobile, pendant ce qui leur parut à tous deux un très long moment. Jusqu'à ce qu'enfin, Adelaide traverse la distance elle-même et prenne sa main, choisissant le contact plutôt que de se le voir imposer. Sébastien ne la serra pas dans ses bras. Il lui tint simplement la main et la laissa dicter le rythme de tout ce qui suivit. Et cela devint, sans que ni l'un ni l'autre ne l'ait prévu, l'un des moments les plus intimes qu'ils aient encore partagés. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le feu dans la grande cheminée s'était affaibli, et le registre gisait ouvert entre eux sur la petite table d'écriture. Ces colonnes codées commençaient enfin à livrer leurs secrets après des semaines de travail patient et minutieux. Adelaide s'était presque attachée à l'écriture serrée et soignée du registre. Elle en était venue à reconnaître la pente particulière que sa mère utilisait lorsqu'elle écrivait rapidement, avec urgence, craignant d'être découverte. Elle ne s'attendait pas à trouver le nom de la famille de son mari enfoui dans la peur de sa mère. Leur première véritable querelle en tant que mari et femme éclata cette nuit-là, née non pas de la cruauté, mais de deux personnes blessées, confondant la douleur de l'autre avec un reproche. Adelaide lui rappela sèchement qu'elle n'était qu'une enfant confinée de 15 ans lorsque la disgrâce de William Shaw s'était produite. Impuissante à arrêter quoi que ce soit, impuissante même à quitter ses propres appartements. Sébastien, entendant la vérité de ces paroles, sentit la honte remplacer sa colère presque instantanément. « Je suis désolé, » dit-il sans réserve, sans excuse. « J'ai laissé ma propre peine parler pour moi. »« Vous n'êtes pas votre père, Adelaide, pas plus que les erreurs de mon père ne m'appartiennent. » C'était la première fois que l'un d'eux s'excusait auprès de l'autre sans rien attendre en retour. Et cela changea la forme du mariage plus qu'aucun d'eux ne le comprenait encore. Ils apprirent dans les semaines qui suivirent qu'Eleanora avait rassemblé ses preuves avec l'aide d'une jeune cousine, Violet Prescott. Elle avait disparu de la société 3 ans plus tôt dans des circonstances que personne n'avait jamais expliquées. Adelaide avait toujours cru que Violet l'avait abandonnée par honte. La vérité, lorsqu'elle leur parvint enfin par une correspondance secrète et prudente, était plus cruelle et plus pardonnable. Nathaniel avait menacé de poursuivre le frère de Violet pour un vol qu'il n'avait jamais commis, à moins qu'elle ne quitte l'Angleterre discrètement. Violet avait passé 3 ans à se cacher en Écosse. Elle portait avec elle une seule page des preuves codées d'Eleanora, trop effrayée pour revenir et trop loyale pour la détruire. Je pensais que tout le monde finissait par choisir la sécurité plutôt que moi, avoua Adelaide à Sébastien, la nuit où la lettre de Violette arriva. Je crois cela depuis que j'ai 15 ans. Pas tout le monde, dit Sébastien doucement. Plus maintenant. Nathaniel, sentant le terrain se dérober sous ses pieds, n'attendit pas de voir jusqu'où l'enquête de sa fille irait. Il fit en sorte qu'une menace privée soit livrée directement à Sébastien. Restituer le registre aux mains des Harrington. Permettre qu'Adelaide soit discrètement internée dans un asile privé pour sauver les apparences. Et en échange, le nom de Clara Shaw, récemment et faussement lié dans les journaux aux preuves falsifiées contre leur père, serait entièrement blanchi. Sébastien refusa le marché par écrit devant témoins. Bien que cela lui coûtât une nuit de la peur la plus profonde qu'il ait connue depuis que la disgrâce de son père s'était abattue sur sa famille. Adelaide n'apprendrait ce refus que bien plus tard. Et quand elle le ferait, cela signifierait plus pour elle que n'importe quelle déclaration d'amour prononcée directement à son visage. Ambrose Holloway,
avait servi Nathaniel Harrington pendant plus de 20 ans. Il avait falsifié des documents, rédigé des accords frauduleux, organisé les internements médicaux, qui avaient volé 12 ans de la vie d'Adelaide. Il avait aussi, discrètement et patiemment, gardé des copies de chaque crime qu'il avait commis pour le compte de son employeur. Attendant le jour où l'utilité de Nathaniel pour lui prendrait fin. Ce jour arriva au moment où il apprit que le registre d'Eleanora avait refait surface. Ambrose ne pouvait pas risquer que les preuves parviennent à un tribunal avant d'avoir assuré sa propre fuite. Et il fit donc ce que les hommes désespérés dans les conspirations ratées ont toujours fait. Il organisa un incendie. Il commença dans la bibliothèque inutilisée de Highmere Hall, dans la pièce même où le secrétaire d'Eleanora était resté intact pendant une semaine avant qu'Adelaide ne trouve la clé pour l'ouvrir. Et il se propagea avec une vitesse qui suggérait plus qu'un accident. Adelaide, entendant l'alarme, ne pensa pas d'abord à sa propre sécurité. Elle pensa au registre, qui se trouvait encore dans un tiroir de cette pièce en feu, la seule preuve qui pouvait innocenter le père de Sébastien et exposer le sien. Elle entra par le vieux passage des serviteurs qu'elle avait mémorisé enfant, en visitant Highmere avec sa mère avant la mort d'Eleanora. Et elle trouva le tiroir à travers une fumée assez épaisse pour lui arracher des larmes. Elle venait de refermer sa main sur le registre quand une partie du plafond s'effondra derrière elle. Cat Sébastien, qui l'avait suivie dès qu'il s'était rendu compte qu'elle avait disparu, l'atteignit à travers les poutres qui s'effondraient. Une poutre tomba lourdement sur son épaule. Ce fut Adelaide, et non Sébastien, qui trouva la sortie cachée, se souvenant d'une visite d'enfance, 12 ans plus tôt. Ce fut Adelaide qui soutint son épaule blessée contre la sienne, qui força une porte déformée, bloquée par des années d'humidité, qui porta à moitié son mari dehors, dans l'air froid de la nuit, avec le registre toujours pressé sous sa cape contre son cœur. Ils ne s'arrêtèrent pas avant d'atteindre la vieille chapelle au bord du domaine. Longtemps abandonné, ses fenêtres brisées, son autel nu. Le clair de lune tombait en bande pâle sur un sol où aucune congrégation ne s'était agenouillée depuis une génération. L'odeur de fumée s'accrochait encore à leurs 2 vêtements. L'épaule de Sébastien le lançait là où la poutre l'avait frappé. Et les mains d'Adelaide, quand elle les regarda enfin, tremblaient d'un contre-coup qu'elle avait été trop occupée pour remarquer jusqu'à ce que le danger soit passé. C'est dans ce petit sanctuaire en ruine, couvert de suie et tremblant après ce quasi-désastre, que Sébastien lui dit enfin tout ce qu'il avait été trop fier et trop prudent pour dire. « Je vous ai épousé pour sauver Silver Oak, dit-il. Je croyais qu'une maison restaurée pourrait reconstruire tout ce que la disgrâce de mon père nous avait pris. J'avais l'intention d'être courtois et distant, et d'appeler cela le devoir, parce que le devoir ne demande rien au cœur. Et maintenant, demanda Adelaide, sa voix à peine plus forte que le crépitement du feu mourant derrière eux. Maintenant, je comprends qu'une maison construite sur votre ruine aurait achevé de nous détruire tous les deux. Je ne veux pas de Silver Oak au prix de votre personne, Adelaide. Je ne veux plus de cela depuis des semaines, si je suis honnête avec moi-même. Et j'ai été un lâche de ne pas l'avoir dit plus tôt. Il ne lui dit pas qu'elle était belle, comme pour corriger une erreur que la société avait faite à son sujet. Il lui dit plutôt exactement ce qu'il en était venu à désirer. Son honnêteté sans faille, la force de ses mains qui venaient de lui sauver la vie, le son de son rire qu'il n'avait entendu qu'une seule fois et qu'il cherchait depuis, la manière particulière dont elle tenait son menton quand elle refusait d'avoir honte de quoi que ce soit. « Je cherche votre visage maintenant, chaque fois que vous quittez une pièce, » admit-il. « Je ne vous ai pas épousé pour cela, mais je découvre que je ne souhaite pas imaginer une maison qui ne vous contienne pas. » Adelaide, qui avait passé tant d'années à être traitée comme un fardeau ou une plaisanterie, sentit quelque chose de longtemps gardé enfin lâcher prise. Leur premier baiser fut lent et prudent, et entièrement de leur propre choix, né de rien d'autre que de 2 personnes qui s'étaient choisies au milieu d'une nuit en feu, sans aucun marché paternel pour l'expliquer. Dans les semaines qui suivirent, leur intimité s'approfondit au-delà de ce seul moment. Toujours lente, toujours douce, toujours guidée par le propre choix d'Adelaide, plutôt que par une quelconque supposition de Sébastien sur ce que le mariage lui donnait droit. Il la laissait garder la lumière des bougies allumées, ou l'éteindre comme elle le souhaitait. Il la laissait dicter le rythme de chaque pas entre eux. Et dans cette confiance patiente et tranquille, Adelaide s'autorisa enfin à le désirer en retour, sans peur, sans se préparer au rejet, sans attendre le moment où son désir se transformerait en dégoût.
comme tous les hommes avant lui avaient promis que cela arriverait. Si tant est qu'un homme avant lui se soit donné la peine de lui promettre quoi que ce soit. Nathaniel, informé par Ambrose que sa fille et son mari avaient survécu à l'incendie avec le registre intact, comprit enfin que son plan minutieux avait échoué au-delà de toute réparation. Il fit une dernière offre à Sebastian, la restauration complète de Silver Oak Hall, toutes les dettes effacées, un poste au gouvernement, le nom de Clara entièrement blanchi, et une annulation discrète pour mettre fin au mariage sans scandale, à la seule condition que Sebastian signe une déclaration affirmant que sa femme était mentalement instable. Sebastian refusa par écrit devant témoins, exactement comme il avait refusé la première fois, renonçant à la récompense même qui l'avait autrefois conduit à l'hôtel. Adelaide, se tenant juste devant la porte du bureau, entendit chaque mot de ce refus, et Sebastian ne savait pas du tout qu'elle avait écouté. L'enquête formelle se réunit à Belgrave House par un matin d'automne gris. Y assistaient des fiduciaires, des magistrats, des journalistes et des membres des familles Harrington et Shaw, convoqués ostensiblement pour régler un différend sur la gestion d'une fiducie, mais comprise par tous les présents comme étant quelque chose de bien plus vaste. Nathaniel s'attendait à un règlement discret et privé, mené entre gentlemen à huis clos. Il ne s'attendait pas à ce que sa fille arrive au bras de son mari, portant une robe vert foncé, ajustée honnêtement au corps qu'elle possédait réellement, sans voile, sans col haut pour cacher sa gorge, ses cheveux simplement coiffés, sans aucune tentative de dissimuler l'éclaircissement de ses tempes. Ce n'était pas une transformation cosmétique. C'était la fin visible de 12 années passées à s'excuser d'exister. Des murmures parcoururent Belgrave House dès son entrée. Le même genre de murmures qui l'avait autrefois suivi dans l'allée de l'église Sainte-Cécile. Cette fois, Adelaide ne baissa pas les yeux. Elle avait passé sa vie à être observée, sans son consentement, moquée pour un visage et un corps qu'elle n'avait jamais demandé et ne pouvait pas changer. Elle avait décidé, quelque part entre l'incendie et ce froid matin d'automne, qu'elle préférait être observée en disant la vérité, plutôt que cachée en portant la honte de quelqu'un d'autre. Nathaniel avait choisi le lieu avec soin. Il s'attendait à ce que les visages familiers de Belgrave House se rangent du côté de la vieille loyauté plutôt que du nouveau scandale. Il avait sous-estimé la rapidité avec laquelle la loyauté se délite. Une fois qu'une salle pleine d'hommes puissants commence à soupçonner que l'accusé pourrait, après tout ce temps, être l'un de leurs propres crimes attendant de faire surface. Adelaide comprit cela instinctivement, d'une manière que son père n'avait jamais comprise. Elle n'avait pas besoin que tous les gentlemen présents l'aiment. Elle avait seulement besoin qu'un nombre suffisant d'entre eux craignent d'être pris à défendre un menteur. Nathaniel tenta, devant l'assemblée, de dépeindre sa fille comme instable, sujette au délire, inapte à gérer la fortune qu'elle se battait pour réclamer. Adelaide répondit à chaque accusation, non pas avec des larmes ou en se défendant, mais avec des preuves, présentées avec la même précision minutieuse qu'elle avait autrefois utilisée pour corriger les registres des locataires de Highmere. Elle présenta les rapports médicaux falsifiés du Dr Vaughan, la preuve d'années de confinement basée sur des diagnostics fabriqués. Elle présenta les virements bancaires, montrant le vol systématique de sa propre fiducie. Elle présenta la clause de règlement falsifiée d'Ambrose Holloway, celle qui devait rendre sa fortune au contrôle des Harrington dès que Sebastian serait reconnu coupable d'un meurtre qui n'avait pas encore eu lieu. Elle présenta la page décodée de Violet Prescott et la dernière lettre d'Eleanora, conservée pendant 12 années effrayantes par la propre sœur de Nathaniel, Lady Beatrice Harrington, qui se manifesta enfin avec le courage qui lui avait manqué pendant plus d'une décennie. Elle présenta la correspondance de William Shaw, prouvant que son père avait détruit un homme innocent pour faire taire un témoin de son vol. Elle présenta le propre témoignage de Mabel sur la tasse empoisonnée qui avait failli coûter la vie à une servante innocente. Ambrose Holloway, voyant l'affaire s'effondrer autour de son employeur, tenta de rejeter tous les crimes sur Nathaniel. Mais Adelaide révéla avec une précision calme et dévastatrice qu'Ambrose avait gardé des copies privées de ses propres faux pendant des années, avec l'intention de faire chanter celui qui hériterait éventuellement de Greystone. Nathaniel, acculé enfin par des preuves qu'il ne pouvait plus discréditer, perdit le sang-froid qui l'avait servi toute sa vie. Si Eleanora avait rendu les papiers quand on l'a prévenu, dit-il, sa voix s'élevant pour la première fois que quiconque dans cette pièce l'ait jamais entendu s'élever,
rien de tout cela ne serait arrivé. La pièce devint silencieuse à l'aveu, enfouie dans sa propre fureur. Poussé plus loin par les magistrats, Nathaniel révéla, dans un moment d'orgueil brisé qu'il passerait le reste de sa vie à regretter, qu'il avait regardé Eleanora tomber de cette galerie 12 ans plus tôt. Affaibli par un sédatif qu'Ambrose avait substitué à son médicament pour le cœur, et il avait choisi de ne pas appeler à l'aide. Sébastien ne parla pas par-dessus sa femme pendant toute la procédure. Il n'intervint qu'une seule fois. Lorsque les hommes de Nathaniel tentèrent de faire sortir physiquement Adelaide de la pièce, il se plaça entre eux avec une autorité tranquille qui n'avait pas besoin d'élever la voix. Il soumit comme preuve son propre refus, signé du dernier marché de Nathaniel. La preuve qu'il avait renoncé à une fortune entière plutôt que de trahir la femme qui se tenait à ses côtés. « Ma femme, dit-il à la commission, quand on lui demanda enfin de parler, est mon égale dans tous les aspects de cette affaire. » Les magistrats ne délibérèrent que brièvement avant d'ordonner la détention des deux hommes. Nathaniel Harrington, qui avait passé toute sa vie à commander des salles avec rien de plus que la calme certitude de sa propre autorité, fut emmené de Belgrave House menotté, tandis que les mêmes aristocrates qui avaient autrefois courtisé ses faveurs détournaient le visage plutôt que de croiser son regard. C'était, pensa Adelaide en le regardant partir, une victoire étrange et vide. Pas de la joie exactement, mais la satisfaction tranquille d'une dette enfin réclamée après 12 longues années d'attente. Nathaniel Harrington et Ambrose Holloway furent tous deux arrêtés avant la fin de l'enquête. Ils furent détenus pour un procès qui se terminerait dans les mois suivants. Nathaniel fut dépouillé de son influence et Ambrose condamné pour faux et complot. Le docteur Augustus Vaughan perdit sa licence médicale et fit face à ses propres poursuites pour les faux internements qu'il avait autorisés pour le profit. Le nom de William Shaw fut officiellement blanchi de l'accusation de trahison, bien que l'enquête reconnut avec une honnêteté sans faille qu'il avait tardé à révéler les preuves d'Eleanora par orgueil et calcul politique. Un homme imparfait, néanmoins lésé, est finalement autorisé à reposer avec son nom restauré plutôt que perfectionné. Adelaide reçut le contrôle total et légal de Highmere Hall et de toute la fortune de sa mère. Silver Oak Hall fut restauré non pas par les promesses rompues de Nathaniel, mais par le simple jugement de la loi. Gagné plutôt qu'acheté. Dans le calme qui suivit le procès, Sébastien dit clairement à Adelaide que les circonstances dans lesquelles elle l'avait épousé avaient été coercitives depuis le début, et qu'il comprendrait et ne s'opposerait pas si elle souhaitait une annulation ou une séparation légale. Maintenant qu'elle était libre de choisir ce qu'elle voulait. « Voulez-vous votre liberté ?» lui demanda Adelaide. « Non, dit Sébastien, mais votre choix doit compter plus que ce que je veux. Il aurait toujours dû en être ainsi. » Adelaide le choisit. Ils échangèrent de nouveaux vœux en privé à Highmere Hall au printemps suivant. Sans père pour présider, sans journaux pour regarder, sans argent changeant de main, et sans famille contrôlant un seul terme de l'arrangement, Clara Shaw se tenait à leur côté, taquinant gentiment son frère sur le fait qu'il apprenait enfin à danser sans abîmer les chaussures de personne. Mabel Goodwin déclara avec son affection franche habituelle que toute duchesse qui pouvait survivre à un incendie, un empoisonnement et au procès de son propre père en une seule année avait certainement mérité un mariage tranquille. La société, dans les mois qui suivirent, ne devint pas soudainement bienveillante. Certains la dévisageaient encore quand Adelaide entrait dans une pièce sans cacher son visage ou son corps. Quelques-uns chuchotaient encore les vieux noms derrière des mains gantées, croyant que la distance rendait la cruauté invisible. La différence, maintenant, était qu'elle ne traitait plus leur regard comme un verdict sur sa valeur. En 2 ans, Adelaide donna un héritier à Sébastien, un fils né avec le calme constant de son père, et comme la famille aimait à le dire, l'obstination indubitable de sa mère. Il fut nommé William, en l'honneur du grand-père, qu'il ne connaîtrait que comme un homme injustement déshonoré et justement réhabilité. Adelaide créa également une fiducie légale pour aider les femmes qui avaient subi des internements médicaux frauduleux comme elle. Elle finançait des avocats et des médecins indépendants pour celles qui n'avaient ni la fortune d'un père, ni la protection d'un duc sur lesquels s'appuyer. Seulement sa propre compréhension, durement acquise, de ce qu'il en coûtait d'être cru. Le soir du premier anniversaire de sa fille, Adelaide se tenait à la tête d'une longue table à Highmere Hall. Elle accueillait une assemblée de locataires, d'amis et de familles.
Son visage était éclairé par la chaude lueur des bougies. Ses cheveux simplement coiffés, sa tache de naissance et ses cicatrices, et chaque partie d'elle, était exactement aussi visible qu'elle l'avait toujours été. Elle pensait parfois, lors de soirées calmes comme celle-ci, à la jeune fille qu'elle avait été à 15 ans, enfermée dans une chambre à Greystone Court. On lui disait que son corps et son visage la rendaient indigne d'une vie vécue au grand jour. Elle pensait aux années passées à croire que l'amour, s'il venait un jour, ne viendrait qu'en échange du silence, de la petitesse, de la gratitude. La gratitude qu'un homme se soit donné la peine de la regarder. Elle n'en voulait pas à cette fille. Elle ne la reconnaissait tout simplement plus. Et elle en était heureuse. Il y avait encore des matins où de vieilles habitudes refaisaient surface sans prévenir. Un tressaillement à une main levée qui ne signifiait rien. Une réticence à entrer dans une pièce avant de vérifier que la porte derrière elle restait déverrouillée. Sébastien ne faisait jamais de remarques sur ces moments quand ils survenaient. Il attendait simplement, stable comme il l'avait toujours été, jusqu'à ce que la peur passe, et que la femme qu'elle était devenue reprenne sa place. Sébastien la trouva là, à la tête de la table, la regardant observer la pièce, et il posa sa main sur la sienne, comme il l'avait fait chaque soir depuis la chapelle, sans exigence, sans comédie, simplement parce que c'était là qu'il voulait qu'elle soit. « Vous pensez encore » dit-il. « Toujours » répondit Adelaide. « C'est l'un de mes pires défauts, de la vie de tous. C'est sans aucun doute ce que je préfère chez vous, dit Sébastien, et il pensait chaque mot. On l'avait appelée la fille la plus laide d'Angleterre. Elle était aussi, à la fin, devenue la duchesse la plus inébranlable que le pays ait jamais produite. Et elle n'avait plus besoin de la permission de personne pour le savoir. Si l'histoire d'Adelaide et de Sébastien vous a touché ce soir, alors vous comprenez déjà pourquoi nous racontons ces récits, et pourquoi nous sommes si heureux de vous avoir avec nous. Si vous avez apprécié ce voyage à travers le scandale, la cruauté, le courage, et un amour qui n'a jamais été acheté mais finalement choisi, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à nous dire en commentaire quel moment vous a le plus marqué. Était-ce la clé dans la robe, l'incendie dans la bibliothèque, ou les vœux prononcés sans la présence d'un père? Nous lisons chaque commentaire, et chacun d'eux nous confirme que ces histoires méritent d'être racontées. Nous avons un autre duc, un autre scandale, et une autre femme que le monde a sous-estimée qui vous attendent très bientôt. Alors, assurez-vous d'être abonné et prêt pour son arrivée. D'ici là, merci d'avoir passé cette heure avec nous, et de croire, comme nous, que ceux que le monde qualifie de laids, de brisés ou d'indignes sont bien souvent ceux qui se révèlent être les plus forts. Bonne nuit, cher ami, et à bientôt au coin du feu.